Bonjour à tous. Alors donc, comme prévu, je fais une petite partie de cours sur cette vidéo qu'il faudra prendre en note dans votre cahier à la suite. Et on peut terminer sur George Sand. On a commencé hier un tableau où on classait les informations dans le document. Et l'ensemble de ces documents nous montre plusieurs choses. Que c'est une femme de lettres proche des révolutionnaires. On a vu qu'elle fréquente des socialistes comme Auguste Blanqui ou comme Louis Blanc, qu'elle a des amis au gouvernement provisoire. C'est ce que nous montre le document 1. Et le document 3 nous montre aussi que, en fait, sa pièce, le roi attend, elle la joue devant le gouvernement provisoire. Par ailleurs, on a vu que c'était une républicaine convaincue, ça c'est la deuxième colonne, en expliquant dans le document 1 qu'elle avait été déçue par l'évolution de cette république qui très vite est devenue conservatrice et qu'à ce moment-là, elle cesse son implication politique. Dans le document 2, on voit qu'elle s'implique énormément en faveur d'une république sociale et démocratique, donc une république plus radicale qu'une république conservatrice. Elle explique également dans le document 3 via la pièce, puisque la pièce elle porte aussi un message politique, que le peuple est souverain et qu'il est supérieur du coup à n'importe quel roi, ce qui est la base de la démocratie. Et enfin, dans la question 4, elle évoque la question de la République et elle a un positionnement un petit peu particulier sur le vote des femmes, puisque George Sand considère qu'il est trop tôt pour accorder le droit de vote aux femmes et que sans leur accorder toute une série de droits, notamment par rapport aux hommes dans le cadre de leur foyer, dans le cadre de leur couple, sachant qu'elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent pas avoir de compte en banque, elles sont constamment sous la tutelle masculine, à ce moment-là, de son point de vue à elle, leur accorder le droit de vote n'aura aucune utilité, ne pourra pas fonctionner. Et ce qu'elle préconise, elle, c'est de prendre les choses dans l'ordre, accorder des droits sociaux, puis accorder des droits politiques. Ce qu'on verra historiquement, surtout au XXe siècle, c'est que bien souvent, les femmes, elles vont obtenir le droit de vote aux États-Unis en 1920, en France en 1944, et c'est bien souvent après qu'elles vont obtenir toute une série de droits sociaux, ce qui montre bien que obtenir des droits de politique permet de faire pression pour obtenir les droits sociaux. Donc, dans cette analyse que elle va faire de la situation, elle s'est un petit peu trompée. Dans le Grand 3, ses engagements au début de la Seconde République, on voit qu'elle publie, c'est ce que montre le document, énormément dans la presse, notamment dans l'organe officiel du gouvernement qui s'appelle les Bulletins de la République. Mais elle crée aussi la Cause du peuple, dans lesquels il n'y a que 3 numéros, mais dans lesquels elle soutient le gouvernement. Ce que l'on voit aussi dans le document 2. Dans le document 3, elle fait jouer gratuitement sa pièce devant le peuple, puisque c'est une type d'activité, aller au théâtre, qui n'est pas accessible au peuple. Alors là, la gratuité permet une ouverture démocratique. Dans le document 4, on voit que sa candidature est proposée aux élections législatives. Fort peu de chances qu'elle aboutisse, et d'ailleurs, elle n'était pas candidate. Mais enfin, on pousse sa candidature pour montrer à quel point donc, elle est engagée. Dans le document 5, elle s'engage parce qu'on voit qu'une fois même retirée de la vie politique, en fait, ça l'intéresse toujours, elle suit ce qui se passe et donc elle envoie une lettre aux membres du comité central. Donc vous complétez votre tableau, si besoin, vous repassez la première partie de cette vidéo. Mais bon, on va voir, et c'est notre petit 2 que vous allez intituler « L'échec du projet républicain ». Donc maintenant, dans votre cahier, vous avez complété le tableau sur George Sand. Nous sommes dans le petit 2, « L'échec du projet républicain ». Alors, les mécontentements vont vite être nombreux parce que la situation budgétaire, elle est difficile. Et très rapidement, les républicains radicaux vont se soulever en estimant que la tournure qui est prise par cette république, elle est trop conservatrice. Alors le 15 mai 1848,
des républicains radicaux vont envahir l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale qui en avril avait été donc renouvelée et dans laquelle des députés plutôt conservateurs et partisans de ce qu'on appelle le Parti de l'Ordre. Alors, le Parti de l'Ordre, voilà, ce sont des républicains, certes, mais pas radicaux. Et ce sont eux qui ont gagné les élections d'avril 1848, ce qui montre bien qu'il y a une méfiance aussi de la part des électeurs, vis-à-vis d'une république qui serait trop radicale. Et c'est pour ça que les électeurs désignent des députés qui sont des députés majoritairement conservateurs. Et cette assemblée qui est conservatrice, avec énormément de députés du Parti de l'Ordre, eh bien, vont supprimer le 22 juin les ateliers nationaux. On a dit que les ateliers nationaux, c'était une décision radicale, mais coûteuse. Alors, c'était bien parce que ça mettait beaucoup d'ouvriers au travail, ça leur fournissait un travail, mais ça pesait énormément sur le budget d'une république qui était déjà dans une situation budgétaire, on l'a dit, difficile. Et du coup, c'était une décision symbolique et le fait que les députés suppriment les ateliers nationaux va mettre le feu aux poudres et vous avez une insurrection qui se déroule entre le 22 et le 26 juin 1848. Et là, la réaction de la République, ça va être une réaction répressive puisque cette révolte parisienne, elle va être écrasée par le général Cavaignac, C-A-V-A-I-G-N-A-C, Cavaignac. Cette répression a fait 3000 morts et 11 000 manifestants sont emprisonnés. Donc le message de la République conservatrice, il est fort. Basta, on arrête les mesures trop radicales, trop sociales, trop coûteuses à leurs yeux et on impose la force. Alors, dans la foulée, on a de nouvelles institutions qui sont fondées donc sur le partage du pouvoir. On ne verse pas tout de suite dans une dictature, hein. Cette séparation des pouvoirs est organisée par la Constitution du 4 novembre 1848. En effet, depuis février, on avait un gouvernement provisoire et cette république, elle n'était pas dotée encore d'une constitution. C'est normal, tout ça prend des mois pour rédiger une constitution. Et donc cette constitution, elle est enfin sortie le 4 novembre 1848. Elle organise la séparation des pouvoirs avec un président élu au suffrage universel qui ne peut pas être réélu, et ça c'est important, on en reparlera, qui a un pouvoir fort et qui nomme les ministres. Et puis on a une seule chambre, c'est un petit peu rare, mais c'est le cas ici, une chambre unique élue pour 3 ans au suffrage universel, qui vote les lois, qui vote le budget et qui ne peut pas être dissoute. Alors ça c'est important puisqu'on avait vu notamment du temps de la monarchie constitutionnelle des volontés de la part des différents rois successifs de dissoudre l'Assemblée. C'est notamment ce qu'avait fait Charles X. Donc là on ne peut pas dissoudre. Mais on voit bien la montée en puissance des républicains conservateurs, des républicains, alors républicains c'est un bien grand mot, tous ne le sont pas vraiment, même s'ils sont députés de la République, et ça explique l'écrasante victoire qui va être celle de Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon Bonaparte, qui devient président en décembre 1848. On avait dit que Lamartine, qui a été candidat, prend une raclée monumentale. Et c'est donc un partisan, finalement, d'un régime napoléonien, peut-être même d'un retour à un régime napoléonien, qui est élu président. Et Louis-Napoléon Bonaparte va nommer des conservateurs au gouvernement du Parti de l'Ordre. Donc, encore une fois, des députés, des partisans d'une politique conservatrice et répressive vis-à-vis des défenseurs d'une république sociale. Et ces membres du Parti de l'Ordre vont remporter une victoire majeure écrasante lors des élections législatives de 1849. Je m'arrête là et je vais ensuite faire une petite vidéo sur, donc vous mettrez ça à la suite, le point de passage Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République.